Merci beaucoup, chère Françoise, de votre invitation. J'en suis vraiment honoré parce que précisément, c'est la première fois pour moi que je vais avoir cette occasion de discuter de mes quelques réflexions sur Alexandra David-Néel devant des tibétologues. Et donc, c'est bel et bien en non spécialiste, hein, en tant que comparatiste et donc tout à fait hors champ par rapport à votre domaine d'études que j'interviens. Alors, ce qui signifie que je dois d'emblée bien repréciser que je ne connais pas du tout la langue tibétaine et que donc je m'abstiendrai autant que possible de prononcer les mots tibétains pour ne pas trop heurter vos oreilles, mais que lorsque ce sera le cas, immanquablement, je serai à côté et donc je vous prie d'avance de rectifier les choses mentalement, bien évidemment. Alors, je dois également m'expliquer, donc c'est bien en comparatiste que je vais aborder ce sujet, vous l'avez dit. Je vais également m'expliquer sur le choix d'image que j'ai fait pour cette affiche. Vous le voyez, il s'agit de deux statues, l'une d'Alexandre le Grand, l'autre donc de Guessard qui est en place, qui sont chacune en place dans l'espace public, qui sont deux statues monumentales. Alors, ce face-à-face que j'ai voulu créer, puisque vous voyez qu'elles sont présentées comme se faisant face ou plutôt se tournant le dos, bref, comme étant un peu les deux facettes d'une même image, si l'on veut, ne vise pas du tout à dresser un parallèle complètement artificiel entre Alexandre le Grand et Guessard. Hein. Ce n'est pas du tout le présupposé, évidemment, d'un parallélisme possible entre une figure historique avérée, authentique, Alexandre, et puis une figure traditionnelle, Guessard, que je voudrais poser. Donc, je ne vais pas du tout développer ce parallélisme-là. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment la Grèce d'un côté, le Tibet de l'autre, puisque c'est sous cet angle-là que je vais aborder la manière dont Alexandra David-Néel écrit sur Guessard ou réécrit le Guessard. Et par ailleurs, c'était également un enjeu essentiel que je voulais souligner de manière symbolique de cette manière-là, c'est-à-dire celui de la patrimonialisation et même de la monumentalisation, d'où l'intérêt pour les statues, la monumentalisation de la figure de Guessard et de la tradition épique elle-même de Guessard. On n'oublie pas par ailleurs que le lien entre Alexandre le Grand et l'épopée homérique, il est avéré, par exemple par Plutarque, qui mentionne le fait qu'Alexandre se serait toujours déplacé dans ses campagnes avec son exemplaire personnel de l'Iliade, le modèle d'Achille, donc étant un modèle structurant pour lui. Alors, je vais arrêter là ce parallèle, comme je l'ai dit, mais je voulais justifier dans un premier temps ce choix symbolique qui est amené à soulever des enjeux qui sont d'ordre également idéologique et politique, bien évidemment. Chacune de ces statues étant clairement ancrée dans un territoire, et c'est bien cet ancrage symbolique et idéologique de la figure du héros que je voudrais aussi interroger à travers les textes et à travers le travail qui a été fait par Alexandra David-Néel sur cette tradition. Excusez-moi, oui. Il paraît que nos collègues à distance ne voient pas votre partage d'écran. Ah, alors que ça fonctionnait tout à l'heure, c'est ça? Oui. Mince. Alors, de fait, moi, je n'arrive pas à passer à l'image suivante. Donc, peut-être qu'il va falloir. Donc, on va arrêter le partage et on va le recommencer. Oui, oui. Alors, oui, voilà. Donc, c'est ça. Ah oui. Alors oui, voilà, là j'ai des. Voilà. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Président, tu as vous embêter, oui. Puisque votre. Oui. Éventuellement, vous pourriez vous mettre. Bien sûr. Parce que je pense que l'endroit voilà. où votre ordinateur compte peu pour la projection. Absolument. Si vous pouviez, voilà. Et si le fil est assez long. Oui. Vous pouvez même, je crois qu'il y a de la marge encore pour le. Oui. Ça ne change rien sur le déon, ça non, marche. effectivement. Voilà. Là, je ne cache pas, ça va très bien. Merci. Bien, merci beaucoup. J'avance donc. Ce que je vais tenter d'aborder, les quelques réflexions que je vais tenter de partager avec vous, portent sur un cas singulier de transfert culturel. C'est ainsi qu'on peut considérer l'événement que constitue l'apparition. Je veux juste cacher ça parce que nous, on voit, ça nous cache. Oui, voilà. Oui. Merci beaucoup. Et même pour moi, ce sera plus pratique. Voilà. Merci bien. Pour prendre les notes, c'est pas facile, mais c'est mieux pour vous. Parfait, merci bien.
Alors, je disais que donc, au prisme de la notion de transfert culturel, au sens où l'entend en particulier Michel Espagne, que je vais aborder effectivement cette parution, cet événement que constitue la parution en 1931 de l'adaptation par Alexandra David-Néel et Yongden du Guésar sous le titre donc, de La vie surhumaine de Guésar de Ling, le héros tibétain raconté par les bardes de son pays. C'est le titre originel en entier. Le titre est abrégé dans les rééditions successives à partir de 1978, mais c'est un titre qui fait cette longueur-là et qui comporte cette orthographe-là de Guésar et de Tibet, tibétain. À l'époque, pour quelques années encore, Alexandra David-Néel l'écrit assez systématiquement avec le H. Texte qui est d'emblée co-traduit en fait par Alexandra David-Néel en anglais et qui, donc, vous le voyez, sort 2 ans plus tard à Londres. Ça va être effectivement un livre qui va également avoir un certain succès aux États-Unis. Il y aura ensuite une traduction italienne en particulier. Et je n'ai malheureusement pas pu avoir accès à l'article entier que je cite juste en dessous, mais si j'en crois donc le début qui lui est accessible en ligne de cet article, l'ouvrage d'Alexandra David-Néel a connu ensuite une traduction en chinois à partir de 1940 et a connu donc une certaine fortune en Chine par la suite également, à partir de l'anglais. C'est ce que je considère donc comme un événement transculturel au sens où, je le disais tout à l'heure, dans la notion de transfert culturel telle qu'elle est forgée et élaborée par Michel Espagne, il y a bien l'idée qu'un transfert n'est pas seulement une translation, mais bien une opération de resémantisation, de métamorphose, c'est un terme qu'il emploie souvent, d'un objet culturel, alors en l'occurrence un texte, dans un nouveau contexte, dans un contexte donc, où il va prendre une forme qui sera adaptée aux usages et aux attentes propres à la culture cible, si j'ose dire. Et c'est vraiment sous cet angle-là, celui d'une resémantisation et largement d'une métamorphose complète, dans le cas qui nous intéresse, que je voulais aborder cet objet. Alors, je voulais juste mentionner en passant le fait que, de ce point de vue-là, Alexandra David-Néel n'est pas la première à faire parvenir la tradition de Guésar en Occident, en Europe et en Amérique du Nord. Il y a donc des pionniers, comme vous le savez sans doute, au XIXe siècle et au tout début du XXe, qui jouent un rôle important, mais il s'agissait de traduction donc partielle d'une version, notamment mongole, vous voyez dans le cas de Schmitt, et Ladaki dans le cas de Franke. C'est donc un objet tout à fait différent que celui qui émane donc du travail d'Alexandra David-Néel et dont je développerai quelques aspects plus tard. De nouveau, j'ai un problème pour passer à la... Attendez, je vais à dos. Ah, voilà, si je clique là-dessus, sans doute... voilà, je vais cliquer sur la flèche, ça ira. Merci bien. Bon, cette photo est célèbre, vous la connaissez sans doute, mais elle permettait d'illustrer simplement le fait que Alexandra David-Néel, comme orientaliste, au sens donc de son époque, vit sur le terrain, travaille sur le terrain, pardon pour la coquille, et que c'est vraiment le résultat d'un travail mené à deux qui va m'intéresser ici. Je vais donc remonter avec vous aux origines un petit peu de ce qui aboutira à l'ouvrage de 1931. Alors, pour cela, je vous propose de lire quelques extraits de sa correspondance, de la correspondance qu'elle échange, enfin, des lettres qu'elle envoie à son mari. Et j'ai sélectionné 3 extraits qui donnent un éclairage sur le lien absolument essentiel entre voyage, donc traversée et tours et détours, des randonnées au sens où elle emploie le terme, qu'elle effectue sur le terrain, et activité de collecte, donc activité philologique. Ce lien, il est essentiel, on le voit dès ces quelques citations, quand elle évoque les matériaux qu'elle a amassés au cours de ces expéditions dans la région de Jacquindo, si je reprends le terme qu'elle emploie, elle, avec un projet qui est déjà en germe, vous voyez, en 1922, donc 9 ans avant la publication effective, lorsque je publierai quelque chose à ce sujet.
Collecte de livres également. Cette collection, vous le savez, aura toute une histoire. Un certain nombre de ces manuscrits parviendront au musée du Quai Branly. Et prise de notes. Hein, j'ai des notes de quoi fournir matière à écrire pendant 10 ans, dit-elle. Ce lien donc, entre enquête de terrain, collecte et élaboration d'un projet d'étude qui va être un projet d'emblée comparatiste au sens où je vais le définir, eh bien, il est explicite dans l'extrait que vous avez sous les yeux, au moment où apparaît pour la première fois l'expression, en tout cas dans les lettres qui nous sont parvenues, l'expression d'Iliade tibétaine. L'expression qui va être un fil conducteur évidemment pour mon intervention, puisqu'elle permet d'associer d'emblée précisément un référent grec et l'objet tibétain qui est le sien, c'est-à-dire la tradition de Guézard, tradition à la fois écrite et également, on va le voir bientôt, dans sa dimension orale, puisqu'elle va assister donc à des performances. Je continue à m'occuper, écrit-elle, de mon Iliade tibétaine. Je remarque au passage que Iliade, dans la plupart de ses textes, n'est pas écrit en italique, y compris quand il s'agira de textes imprimés. Bien évidemment, sa correspondance n'était pas forcément prévue pour être imprimée, mais y compris quand il s'agira de textes imprimés par la suite, Iliade est écrit avec une majuscule, mais en général pas en italique, comme si le titre était en fait utilisé comme une catégorie générique d'emblée. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Donc, je trouvais significatif le fait que pour saisir et le faire saisir à son destinataire, en l'occurrence son mari, pour saisir dans un premier temps cet objet justement difficile à saisir qu'est la tradition de Guézard, eh bien, elle utilise d'emblée cette analogie avec l'Iliade, donc cette analogie avec, de manière implicite, le genre épique et en particulier la figure d'Homère et la tradition homérique. Ce sera donc essentiel pour nous. Alors, de fait, l'épopée homérique donc, est employée par Alexandra Devinel comme une référence culturelle et critique qui lui permet de saisir, donc de définir, de délimiter cet objet autrement insaisissable. C'est quelque chose qui apparaît dès la publication de l'article de 1923 dans le Mercure de France que vous avez sous les yeux et qui est donc intitulé l'Iliade tibétaine, justement, un article qui est donc publié alors qu'elle est encore au Tibet, hein, vous le savez, elle se lancera dans la dernière ligne droite de son expédition qui l'amènera jusqu'à Lhasa à partir de l'automne 1923, donc peu après justement cette publication. Donc, alors qu'elle est encore au Tibet, elle expédie régulièrement de la matière hein, pour donner lieu à des publications, notamment dans le Mercure de France. Ce n'est pas sa première publication dans le Mercure de France. Et cet article va jouer un rôle en fait, très important dans la genèse de ce qui donnera la vie surhumaine de Guézard de Ligne. En particulier, beaucoup d'éléments qui figurent dans cet article se retrouveront légèrement modifiés, mais parfois tels quels, dans la longue introduction sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir avec vous, la longue introduction de sa vie surhumaine de Guézard de Ligne. Alors, vous voyez, l'expression l'Iliade tibétaine est consacrée à ce moment-là par elle. On voit bien que ça répond pas seulement à une facilité personnelle, comme c'était le cas dans la correspondance qui était donc d'ordre privé, mais bel et bien à une forme de conceptualisation qui permet à son auditoire, qui correspond, le lectorat du Mercure de France, à ce qu'on appelle à l'époque le public cultivé, mais un public large tout de même. Donc, définir un horizon d'attente, permettre à un public cultivé, mais a priori considéré comme ignorant de tout concernant la culture tibétaine, eh bien, permettre d'emblée d'avoir une porte d'entrée à l'intérieur de cette culture via eh bien, un certain nombre de réflexions que l'on va suivre ensemble. Je vous donne donc quelques extraits de cet article, dont certains, je l'ai dit, se retrouvent à peu près dans l'introduction également de 1931. Alors, il mérite, je trouve, qu'on s'y attarde un peu. Chacun sait que si l'Iliade est parmi nous, le nous est intéressant, évidemment, ce nous englobe potentiellement les Occidentaux, avec toute cette catégorie a de discutable, bien évidemment. Si l'Iliade est parmi nous le plus connu des poèmes, excusez-moi, je lis de mon côté en même temps, voilà, des poèmes épiques de son genre, il existe cependant... Ah oui, voilà, ce sera mieux, merci. Il existe cependant nombre d'autres chants héroïques glorifiant comme ceux d'Homère les exploits de héros à demi mythologiques, dont les origines se perdent dans la nuit des temps.
En fait, chaque peuple, écrit-elle, possède une ou plusieurs de ces histoires, cachant sous leur développement fabuleux des événements historiques, probablement réels, mais dont le caractère a été dénaturé et l'importance démesurément exagérée. Alors évidemment, sur le plan épistémologique, cette conception-là des traditions mythiques ou des traditions littéraires est très datée, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont se déploie cette rhétorique-là, destinée, je répète, à rendre accessible à un lectorat relativement large une tradition présentée comme proprement tibétaine et propre au peuple tibétain. Si chaque peuple a bel et bien, selon le raisonnement d'Alexandra David-Néel, son propre capital mythologique relié, selon elle, à des événements historiques dénaturés, alors, on la voit venir, l'épopée du roi Guésar va être l'équivalent de ce que sont les poèmes homériques pour les Grecs. Les Tibétains ne font pas exception, je continue la lecture. Un certain nombre de poèmes, les uns religieux, les autres guerriers, sont récités depuis des siècles par les bardes du pays des neiges. On retrouve donc définitivement cette catégorie-là de bardes qui est celle qu'elle va employer pour désigner les performeurs de la tradition de Guésar, sans que l'intérêt qu'ils y excitent paraisse décroître. Parmi ceux-ci, l'un des plus fameux est l'épopée du roi Guésar. Donc là, c'est clair, Iliade, on l'a vu, épopée maintenant, la catégorisation générique est entérinée. C'est cette catégorie occidentale, en fait grecque, évidemment, celle d'épopée, celle qui remonte à Aristote, qui est plaquée, qui est projetée sur Guésar pour en saisir et la rendre accessible au lectorat. Si nous n'avions pour guider nos recherches concernant la personnalité de Guésar que le récit de ses hauts faits, nous risquerions d'en savoir aussi peu à son sujet qu'à celui d'Agamemnon, de Ménélas ou du prudent Ulysse. Un voyage à travers la Grèce moderne ne paraît pas de nature à pouvoir beaucoup nous renseigner sur ses héros, mais il n'en est pas ainsi au pays natal du roi Guésar. Que ce dernier ait vécu au 8e siècle, ainsi que certains le supposent, ou au 7e siècle, comme semblent l'indiquer les chants héroïques tibétains, ou n'importe quand, la différence amenée par le temps est peu sensible dans la contrée où il paraît avoir vu le jour. Alors, au-delà donc de cette volonté incessante d'Alexandra David-Néel d'ancrer dans l'histoire les origines supposées du personnage et de sa tradition, ce qui m'intéresse ici, c'est la nouveauté intervenue dans le raisonnement d'Alexandra David-Néel. Le Tibet a ceci de singulier et de supérieur à toute autre contrée déjà connue des lecteurs de littérature européenne, en particulier par rapport à la Grèce, que cette tradition est censée être la même et vivante. Autrement dit, un voyage sur place, d'où l'importance que j'y prêtais tout à l'heure, au Tibet, nous permettrait de rentrer en contact directement avec cette tradition du roi Guésar, alors qu'un voyage en Grèce, dans la Grèce d'aujourd'hui, est nécessairement décevant parce qu'on ne va pas y trouver de traces vivantes du souvenir d'Agamemnon ou d'Ulysse. Voilà le parallèle, alors extrêmement forcé, on est bien d'accord, mais qui est dressé par Alexandra David-Néel et qui lui permet de relier de manière définitive, encore une fois, son expérience personnelle, photographique, l'expérience du voyage, et donc l'écriture du voyage, à l'activité philologique et à l'élaboration littéraire. Alors, pour illustrer cet aspect-là, j'intègre une photographie qui est célèbre elle aussi, mais qui figure justement dans l'édition originale de La vie surhumaine de Guésar Dolling, l'édition 131, puisqu'un certain nombre de très belles photos y figurent qui ont ensuite été éliminées des éditions à partir de 1978. Cette photographie est légendée, comme vous le voyez en dessous, au pays des ennemis de Guésar, Madame David-Néel avec des chefs du pays dehors. Autrement dit, il y a clairement là et volontairement un franchissement de limite temporelle qui est assumé par l'autrice et qui lui permet justement de siéger sur les lieux, sur les traces de Guésar, en tout cas dans la construction symbolique qui est la sienne. Donc cette conflagration, si on veut, cette contemporanéisation du Guésar, elle est centrale dans la manière dont Alexandra David-Néel approche cette tradition et dont elle va aussi vouloir la faire percevoir, la faire sentir à son lectorat. Deuxième temps, toujours emprunté à cet article de 1923, l'élaboration progressive de ce dont parlait Françoise Robin tout à l'heure, c'est-à-dire une stratégie délibérée d'Alexandra David-Néel qui vise à faire entrer par son activité de publication, faire entrer le Guésar dans la littérature mondiale et le hisser au même niveau que les grands chefs-d'œuvre, et je prends ce terme donc dans son sens historique justement, les grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, c'est-à-dire majoritairement européenne à l'époque pour le lectorat auquel elle s'adresse.
Alors, on le voit clairement dans les extraits suivants. Certains traits de l'épopée de Guésard rappellent les romans de chevalerie. La figure de l'illustre Don Quichotte et même celle de Sancho Panza y paraissent, vêtues à la mode tibétaine, ce qui ne va pas forcément de soi pour vous, je suppose. Après l'avoir aidé à tuer le roi Lutzen, dont la langue est une flamme ardente, sa veuve devient amoureuse de Guésard et, telle Circé, vous voyez un nouveau parallèle, une nouvelle analogie avec Homère, parvient par ses enchantements à la retenir 3 ans en lui faisant perdre le souvenir de son pays. Les femmes jouant un rôle dans ce poème épique, écrit-elle un peu plus loin, sont exactement telles qu'on les rencontre encore de nos jours au Tibet. On voit, encore une fois, cette volonté de contemporanéiser ce qu'elle trouve dans la tradition poétique et en même temps, donc, de dresser systématiquement les analogies avec Homère, mais aussi avec d'autres grands repères de la littérature européenne. Un peu plus loin, je saute quelques lignes, un peu plus loin, donc, le rapprochement qui est fait avec la Belle Hélène et une variation sur la désignation du poème avec cette expression originale d'Iliade rustique que je trouvais intéressante. Un peu plus loin encore, vous voyez ressemblance curieuse avec les épisodes semblables de l'Iliade. Alors, je trouve qu'on voit à partir de tous ces objets à quel point les poèmes homériques, l'Iliade en particulier, mais pas seulement, hein, puisqu'il était question de Circé, les poèmes homériques servent véritablement de prisme, non seulement pour des raisons donc, génériques, puisque cela sous-entend de caractériser la tradition poétique de Guésard comme épopée, mais aussi pour des raisons justement d'intelligibilité, c'est-à-dire que c'est effectivement à travers des référents grecs et en particulier homériques que le contenu de la tradition de Guésard va être saisi, va être perçu, va être rendu intelligible à son lectorat par Alexandra David-Néel. Dernier extrait. Sur la dissémination de la tradition de Guésard. Peu de gens possèdent un manuscrit complet de l'épopée de Guésard, écrit Alexandra David-Néel. Le chef actuel de ligne dont j'ai été l'hôte m'a montré une série de volumes qui disaient comprendre l'histoire entière du héros, mais les versions en sont nombreuses, comme c'est toujours le cas pour les légendes ayant été transmises par les traditions orales bien longtemps avant d'avoir été écrites. Les diverses parties du poème forment autant de livres séparés et c'est en recherchant parmi ces collections dépareillées que l'on arrive à coordonner le récit. Et un peu plus loin, ces bardes s'acquittent de leur tâche avec une gravité quasi sacerdotale et le récit, tout curieux et intéressant qu'il soit par lui-même, emprunte une saveur spéciale à la façon dont il est déclamé, aux remarques des auditeurs et à la physionomie extatique du conteur. On reviendra sur ces aspects concrets de l'énonciation. Alors, ce qui m'intéressait là, c'est qu'à partir du moment où Alexandra David-Néel se présente comme l'exploratrice qui va rechercher et collecter des livres séparés et censés dans la manière dont elle se représente les choses, ce qui est justement tout à fait discutable et critiquable à mes yeux, censés constituer les parties d'un tout totalisable, d'un tout fini, d'un tout cohérent et fini, hein, eh bien, elle se place à mes yeux dans la lignée, et peut-être inconsciemment, mais dans la lignée de tout un héritage philologique qui remonte aux premiers directeurs de la bibliothèque d'Alexandrie qui ont joué un rôle essentiel dans les éditions des poèmes homériques, précisément l'idée que les différentes parties d'un tout, en l'occurrence les chants de l'Iliade ou les chants de l'Odyssée, étaient censées avoir été dispersées sous des formes différentes, mais pouvaient donc être collectés et critiqués pour retrouver un Homère, un Homère original, un Homère authentique, un texte qui aurait été le texte original, la version originale d'Homère. Alors ce paradigme-là, il est tout à fait construit et tout à fait critiquable. Il a été donc déconstruit par des spécialistes d'Homère, évidemment, aujourd'hui. Il n'est pas possible de supposer un original homérique, mais c'était ce paradigme qui a prévalu dans l'Antiquité, et on peut dire qu'il y a cela, me semble-t-il, également dans la démarche qui est celle d'Alexandra David-Néel. Alors, elle évoque ici donc un performeur en particulier, donc je vais utiliser un terme moins élégant, mais plus neutre que celui de Bard, qui, même s'il est très fréquemment utilisé aujourd'hui, comme vous le savez, me semble, sous la plume d'Alexandra David-Néel, justement être lui aussi une catégorie qui est apposée, une catégorie donc exogène, une catégorie éthique, qui est apposée à la tradition tibétaine. Alors, elle évoque pour la première fois ici donc ce performeur qu'elle a eu l'occasion d'écouter. Celui qui m'a ainsi chanté l'épopée tout entière, dit-elle, y employant plus d'un mois, était un bel homme du pays de Cam, grand, presque un géant, aux longs cheveux noirs, à la figure expressive, aux yeux étranges d'halluciné. Il connaissait tout le poème par cœur et jouissait d'une singulière réputation dans le pays. Lui-même se prétendait omniscient en tout ce qui concernait le roi Guésard, se prétendant donc la réincarnation
d'un des ministres de ce chef. Et je vais, pour gagner un peu de temps, directement à la fin de l'extrait. D'ordinaire, il demandait une feuille de papier blanc et c'était les yeux fixés sur elle et comme lisant d'invisibles caractères qu'il récitait le poème. Il niait l'avoir appris par cœur et prétendait que Guézard lui dictait ses paroles. À force de mentir, il était peut-être arrivé à le croire lui-même. Alors, vous retrouvez, j'imagine, beaucoup d'entre vous, une pratique qui est effectivement attestée, une pratique de récitation attestée avec un support. On a aussi des pratiques avec un miroir notamment. Mais ce qui m'intéresse, c'est le regard qu'Alexandra Davinel porte sur cette pratique. C'est bien sûr ça que je suis capable de discuter et non la pratique elle-même. En effet, on voit bien l'incrédulité d'Alexandra Davinel à l'égard de cet apprentissage par cœur, à l'égard de la version que lui présente donc le performeur, cette version de l'inspiration. Cette incrédulité à l'égard de la théorie de l'inspiration va de pair avec l'idée, présentée comme évidente, qu'il s'agirait d'un apprentissage par cœur total. Or, on voit bien que cette conception-là de l'épopée, de la récitation épique, car aux yeux d'Alexandra Davinel, il est clair que ce performeur est l'équivalent d'un rhapsode grec, donc il y a vraiment une adéquation, une analogie là aussi qui est sous-entendue et qui va être explicitée par la suite, entre le Junken, c'est bien ça, Junken, et le terme qui n'apparaît pas, hein, on le voit bien, le terme émique, le terme tibétain n'apparaît pas sous la plume d'Alexandra Davinel, et la figure grecque du rhapsode. Or, dans les années 1930 qui ont suivi, vont s'élaborer en Europe, notamment grâce aux travaux de Milman Parry et de son disciple Albert Lord, des travaux donc fondamentaux qui vont révolutionner l'approche des poèmes homériques en étudiant dans les Balkans des traditions vivantes de récitation épique, prouvant qu'il s'agissait d'une tradition de recréation en performance et non de mémorisation textuelle. Ce qui permettait précisément, par des spécialistes évidemment, des récitations extrêmement riches, extrêmement précises, mais mouvantes. On voit bien que ce paradigme-là, eh bien, par définition, pour des raisons évidentes, Alexandra Davinel ne peut pas encore le connaître, il n'a pas encore été élaboré, même si c'est quelque chose qui est en cours, puisque Milman Parry est en train, à la même époque, d'écrire sa thèse justement à la Sorbonne avec Antoine Meillet sur ce sujet-là, et cette thèse qui va ensuite donc déboucher sur des travaux de terrain. Et précisément, pour Alexandra Davinel, soit on croit à l'inspiration, soit on estime qu'il s'agit simplement d'une récitation par cœur. Ce paradigme donc, va guider évidemment la réception d'Alexandra Davinel, ce qu'elle va entendre à l'occasion de ces performances qu'elle évoquait à l'instant, et sur lesquelles je reviens cette fois-ci à partir de l'introduction dont je vous parlais tout à l'heure, l'introduction très développée à la vie surhumaine de Guézard de Linghe, le héros tibétain raconté par les bards de son pays. Ce qui m'intéresse, donc, c'est de cette introduction-là que sont extraits les textes suivants. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette introduction, c'est qu'elle associe donc étroitement l'expérience personnelle, la découverte personnelle, ce rendez-vous en fait en 3 temps personnel avec Guézard, par l'intermédiaire de ceux qui s'en présentent comme des réincarnations ou des spécialistes donc poétiques inspirés. Elle associe donc cette expérience personnelle avec l'explicitation du processus d'élaboration du texte qu'elle nous donne à lire, hein, qui n'est pas qu'une traduction, vous l'aurez compris, mais qui est bel et bien une adaptation. Je serais même tenté de dire que d'une certaine manière, elle romance le Guézard au sens bien précis où elle transforme le texte, elle transforme l'objet, je veux dire, pour que le texte qu'elle va publier en français soit lisible directement par un public non averti qui est avide comme elle de découvrir le contenu et non pas du tout la forme, donc qui va être aveugle effectivement aux conditions propres d'énonciation traditionnelle de Guézard en situation. Alors l'intérêt pour moi est que c'est dans cette introduction qu'Alexandra Davinel se fait ethnographe, mais sans le vouloir. C'est-à-dire qu'elle va donner en fait énormément d'indications qui permettent de comprendre un certain nombre de paramètres de la performance poétique à laquelle elle a assisté, sans pour autant intégrer ces paramètres-là à sa propre réflexion sur le texte et encore moins donc au texte qu'elle va donner ensuite en français.
Alors, mon premier extrait revient justement sur la catégorisation générique de Guézard. Elle parle, vous voyez, de littérature laïque des Tibétains. Clairement, c'est au prisme de l'histoire de la littérature européenne que s'écrit donc la découverte du Guézard. Et ce sont bien évidemment les catégories génériques européennes qui sont ici sollicitées. Elle précise donc dans un extrait que j'ai coupé, vous voyez en bas, et que j'ai simplement résumé, qu'il n'existe pas de roman à proprement parler dans cette littérature. Elle écrit que l'imagination y tient une place importante, mais que tous les prodiges extravagants dont leurs récits sont parsemés sont tenus pour avoir véritablement eu lieu. Les héros des histoires sont tenus pour avoir réellement vécu, et l'histoire elle-même pour être authentique de bout en bout. Alors, de quelle manière donc catégoriser le Guézard? Vous le savez déjà, c'est avec la catégorie d'épopée. Et voyons plus précisément de quelle manière cette catégorie va être déclinée. Parmi cette littérature profane, écrit-elle, quelques ouvrages sont particulièrement célèbres, et le plus célèbre de tous est l'épopée de Guézard de Ligne, le poème épique national des Tibétains, dont j'offre ici une traduction condensée au lecteur français. Ce que je retiens ici, c'est à la fois l'expression de poème épique national. Donc, on voit là aussi cette catégorie qui est apposée et qui est typiquement héritée, évidemment, de la manière dont s'écrit au XIXe siècle l'histoire des littératures, et notamment de la manière dont s'est construite la discipline de la littérature comparée elle-même, d'abord avec l'idée de littérature nationale au pluriel qui seraient juxtaposées les unes aux autres et qui seraient en interaction à certaines époques, de certaines manières, par le biais des traductions, mais aussi par le biais des influences. C'est l'étude de ces interactions entre littérature nationale au pluriel qui est l'horizon, disons, d'attente des pionniers de la littérature comparée, notamment en France. On voit que cela se retrouve ici quand elle parle de poème épique national. Il va s'agir du coup d'identifier systématiquement, et vous voyez que là, la dimension mongole, par exemple, de la tradition de Guézard est totalement laissée de côté, d'identifier et de légitimer, de contribuer à légitimer le Guézard comme poème épique national, c'est-à-dire d'en faire l'équivalent de ce que sont les poèmes homériques pour la Grèce, encore une fois. La dernière chose que je retiens, c'est l'expression de traduction condensée pour désigner son propre ouvrage. Donc, je le répète, il s'agit de bien autre chose que d'une traduction condensée, puisqu'il s'agit d'une réécriture complète. Enfin, dans la dernière partie de l'extrait, il y a 10 ou 12 siècles, écrit-elle, le saga, le terme générique est intéressant puisque ça n'a rien à voir de fait avec une saga scandinave, mais on voit bien que la catégorie générique de saga a pu entre-temps être exaucée pour acquérir une dimension bien plus générale, en gros en faire l'équivalent de la catégorie générique d'épopée. Et vous voyez que dans cet usage-là, il est peut-être masculin. Le saga de Guézard consistait peut-être en 2 ou 3 chants seulement, qui avaient inspiré à des bardes anonymes des traditions éparses concernant les exploits d'un grand chef guerrier. Alors là, on est vraiment dans de la fiction, hein, évidemment, qui correspond à la projection d'un imaginaire personnel de ce que peuvent être les origines d'une tradition considérée comme primitive dans un premier temps et complexifiée petit à petit. Mais on voit bien que derrière cette expression de bardes anonymes, il y a encore une fois le fantôme des Aèdes grecs qui plane, selon moi, dans l'imaginaire d'Alexandra David-Nain. Deuxième extrait, et c'est là que l'on aborde la dimension à proprement parler ethnologique ou ethnographique si l'on veut, c'est-à-dire la description de la performance à laquelle elle a assisté avec Yongden de manière inopinée, puisqu'elle estime que ce barde donc, lui est véritablement tombé dessus, il courait furieux dans la rue en proie à une furie, à un délire hein, en fait, et elle est venue le lendemain l'écouter dans la maison où il donnait des auditions. Le lendemain même, je lis en haut, du jour où son existence était révélée à moi de la façon pittoresque que je viens de narrer, je me glissais parmi les femmes assemblées pour l'entendre. Celle-ci, assise sur quelques coussins et des morceaux de tapis posés sur le sol de terre battue, occupait environ la moitié d'une chambre de dimension moyenne. De l'autre côté de la pièce, les hommes leur faisaient vis-à-vis, étroitement pressés les uns comme les autres, et comme elle, assis sur le sol. Au milieu de cet auditoire, le furieux dément de la veille chantait, esquissant de temps en temps un geste, mais le plus souvent fixant son regard sur une feuille de papier placée devant lui sur une table basse. Sa mélopée était coupée par une suite d'onomatopées chantées avec emphase, tenant lieu de fanfare pour annoncer l'entrée en scène des principaux personnages de l'épopée. Loutalala, alalala, talala. Ensuite, à la manière des héros de l'Iliade, la comparaison donc est incessante, le personnage se présentait en déclinant pompeusement ses titres et mentionnant ses exploits.
Si vous ne me connaissez pas, apprenez que je suis l'illustre intel dont le sabre, plus prompt que l'éclair, a tranché les têtes de millions d'ennemis, ou autre déclaration d'une grandiloquence analogue. Alors, ce qui m'intéresse dans la façon dont elle décrit cela, c'est qu'on voit bien dans le caractère très pittoresque, mais un petit peu moqueur tout de même de la description, que les termes d'emphase, pompeusement, etc., grandiloquence, correspondent véritablement à la manière dont elle reçoit les choses. C'est-à-dire que si elle est passionnée par le contenu qu'elle cherche à reconstituer, et elle a déjà, on l'a vu avant, collecté un certain nombre de manuscrits au début, avant, je veux dire, cette scène-là, si elle est effectivement extrêmement enthousiasmée aussi à l'idée de se retrouver face à un véritable aède ou un véritable rhapsode, mais pour une tradition vivante et tibétaine sur place, eh bien pour autant, elle est assez hermétique précisément à tous les enjeux rituels et ritualisés de la performance. Or, ces onomatopées qu'elle néglige ici, loutalala, alalala, talala, mais qu'elle reprend telles quelles, eh bien, renvoient en fait à des onomatopées qui ont un sens extrêmement important dans le fonctionnement énonciatif de la tradition épique, comme vous le savez, et c'est l'occasion pour moi de rendre un discret hommage à Myriel Helfer, dont les travaux ont aussi été extrêmement inspirants dans le domaine de la littérature comparée pour les collègues qui s'intéressent à des traditions sur le terrain. Donc, son approche ethnomusicologique est également en lien avec ce que j'ai eu l'occasion d'essayer de faire, notamment à Paris 7, près d'ici, avec des collègues qui s'intéressent à l'ethnopoétique. Alors, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait reprocher à Alexandra David-Nel, sans le reprocher vraiment, c'est précisément de ne pas avoir eu une attitude d'ethnopoéticienne, de ne pas avoir fait d'ethnopoétique du Guézard, alors qu'elle était en train d'assister à une performance dont elle percevait tous les codes, mais sans les interpréter, sans être capable de les interpréter comme codes. Ce ne sont finalement plutôt que des éléments parasites à la transmission du sens. Alors, l'exemple que je vous affiche ici, c'est un exemple parmi mille autres, bien sûr, c'est le début donc, du chant 1 du livre de la course de cheval tel que le transcrit et le traduit Myriel Helfer, et elle explique véritablement que ces onomatopées, ala, tala, tala, etc., correspondent véritablement à des embrayeurs de l'énonciation épique et font absolument partie, bien évidemment, de l'énonciation ritualisée. Je reviens à Alexandra David-Nel. Pour vous prouver à quel point elle ne voit que le contenu, la suite est explicite. Malheureusement pour moi, le barde chantait son poème dans le dialecte de Kham. Ceci me gênait un peu pour suivre une déclamation chantée pleine d'élisions ou de voyelles ajoutées, sans autre raison que celle d'ajouter les vers. On voit bien qu'elle ne comprend pas en fait que ça joue un rôle précisément pour que la performance puisse avoir lieu, puisque les enjeux de versification ne sont absolument pas accessoires. De plus, les auditeurs interrompaient maintes fois le récit par de pieuses exclamations, des intermènes de Om Mani Padme Hum, et m'en faisaient perdre le fil. Encore une fois, ce sont des parasites, alors qu'on peut voir là des éléments de la co-énonciation du public qui justement fait exister le poème et le rend possible. Ces auditions ne manquaient pas d'intérêt, couleur locale, mais pour véritablement étudier la légende de Guézard, il fallait user d'autres moyens. Et du coup, elle convainc le performeur de venir chez elle pendant plusieurs semaines, donc énoncer plusieurs heures par jour les différentes parties du Guézard pendant qu'elle et Yongden enregistrent et prennent des notes. Hypnotisé, semblait-il, devant une feuille de papier blanc, le pseudo-Dikchen, puisque donc il se revendique comme la réincarnation de ce ministre de Guézard, psalmodiait, chantait avec une verve intarissable, tandis que mon fils et moi, son fils adoptif, donc Yongden, notions hâtivement le poème. Alors malheureusement, ces notations-là ont visiblement disparu des archives de la maison d'Alexandra David-Nel. J'ai eu l'occasion d'essayer de regarder il y a quelques années, et avec l'aide de Nadine Gomez, qui m'a fait comprendre qu'effectivement, visiblement, comme dans beaucoup d'autres cas, les traces écrites de ces auditions-là ont dû être jetées une fois le tapuscrit de La vie surhumaine de Guézard de Lingnes terminé. D'où l'enjeu pour elle de réécriture. Il est impossible, à moins d'y consacrer plusieurs gros volumes, de donner une traduction in extenso et mot à mot de l'épopée de Guézard avec les préambules interminables que chaque chant comporte. Invocation des dieux protecteurs du personnage qui prend la parole, énumération de tous leurs noms et titres, généalogie de ce personnage, rappel de ses multiples exploits et perpétuelle répétition de choses déjà dites et redites suivant l'habitude des conteurs orientaux. Je passe sur la suite.
Donc, le travail de réélaboration va être important. Cependant, bien qu'élagué de ces fatigantes redondances, l'épopée de Guézard donnée ici contient toutes les péripéties marquantes des aventures du héros. J'ai fondé mon travail sur les manuscrits que je possède, sur les notes que j'ai prises d'après d'autres manuscrits qui ont été communiqués au Tibet, et sur celles écrites donc par le Lama Yongden et par moi en suivant les chants de différents bardes. Bien qu'ils s'accordent dans leurs grandes lignes, manuscrits et bardes ne laissent pas que de diverger sur des points de détail. Lorsque je me suis trouvé en présence de plusieurs récits différents, je me suis attaché à reproduire celui qui me paraissait le plus généralement admis. Et on voit ici la fabrique donc d'un texte totalement nouveau, d'un artefact culturel, d'un artefact littéraire en fait, qui est celui qui va permettre le transfert culturel, selon mon hypothèse de départ donc, de Guézard, auprès d'un lectorat européen et nord-américain, mais sous une forme donc qui n'a rien à voir effectivement avec ce qui permet de saisir peut-être la tradition de Guézard dans sa multiplicité et dans son aspect de tradition vivante et mouvante. Alors cela, cependant, c'est un geste qui pour autant est essentiel pour permettre une légitimation par l'institution académique et l'inscription donc délibérée, je vous le disais, du Guézard dans la littérature mondiale, aux côtés des grands chefs-d'œuvre de cette littérature mondiale. Un aspect essentiel en est donc la préface que Sylvain Lévy, alors professeur, grand indologue et professeur au Collège de France à l'époque, donne à cette vie surhumaine de Guézard de Lime. Et je vous donne deux extraits de cette préface. Le Guézard, écrit-il lui-même, est l'Iliade de l'Asie centrale. Alors vous voyez que le geste herméneutique proposé par Alexandra Davinel est d'emblée repris comme une évidence par Sylvain Lévy. Mais évidemment, quand c'est un professeur au Collège de France qui l'écrit, ça a un poids tout à fait différent. Et du point de vue de la légitimation, je trouve donc ce geste extrêmement important. Alors d'emblée, bon, évidemment, un certain nombre de références savantes sont énoncées tout de même par Sylvain Lévy. Là aussi, ça va avec son titre et le titre auquel il rédige cette préface, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est... pardon, j'enchaîne pour gagner un peu de temps, c'est également que tout en revenant sur les travaux précédents, donc Schmitt, Franke, je vous en parlais rapidement dans ma première diapo, c'est que Sylvain Lévy, effectivement, place dans la bibliothèque mondiale, dans la bibliothèque de la littérature mondiale, le Guézard aux côtés de l'Iliade, de l'Énéide, de la chanson des Nibelungen tirée au Moyen-Âge allemand, comme vous le savez, et de la chanson de Roland pour ce qui est du Moyen-Âge français. Et c'est véritablement donc un geste essentiel pour cette reconnaissance et cette légitimation, je vous le disais, d'un texte présenté par Alexandra Davinel comme chef-d'œuvre d'une littérature nationale. Alors, de plus, vous voyez qu'au passage, deux autres rapprochements analogiques ont été faits avec des épopées grecques et latines. La citation latine erronée, alors je ne sais pas si l'erreur est de Sylvain Lévy ou d'un éditeur, mais il a oublié le S. En tout cas, Volituvus per ora virum, c'est une citation d'Ennius, donc citée par Cicéron, donc du poète épique romain, une manière donc d'ancrer, là aussi, de créer une équivalence symbolique entre tradition épique des anciens européens et tradition tibétaine. Et puis le terme de rhapsode est essentiel ici quand il parle de rhapsode qui le colporte à travers des hauts plateaux où il mène une vie errante. Là, encore une fois, la catégorisation est directement faite. C'est le terme grec qui est plaqué sur la réalité tibétaine. Je vais aller beaucoup plus vite sur ce point 5 pour arriver assez rapidement à mon dernier point et permettre le temps de la discussion. Qui dit légitimation au niveau de la littérature mondiale dit aussi possibilité, bien évidemment, d'usage idéologique et politique. Et c'est à chaque fois autour de cette catégorie d'épopée que s'articulent les discours, y compris quand ce sont des discours politiquement antithétiques. Hein. Je parle de discours proprement tibétains ou de discours officiels chinois, dans les deux cas, vous le verrez. En tout cas, c'est autour de la catégorie d'épopée que se joue à chaque fois cette légitimation, comme dans l'exemple que je vous mets à l'écran, où la personne qui a signé l'introduction, l'Américain qui a signé l'introduction, reprend ce qui est devenu une formule toute faite, vous voyez, le Guézard de Lime est le poème national épique du pays du Tibet, équivalent à l'Iliade et à l'Odyssée. On voit que cette équivalence, elle est devenue une sorte
de formules répétées systématiquement, qui présuppose que toutes les grandes cultures du monde seraient grandes parce qu'elles ont justement une épopée à laquelle se référer, et d'où l'importance symbolique et politique de présupposer qu'il s'agit bien d'une épopée dans ce sens-là. Vous voyez au milieu du texte que le rapprochement avec également les sagas scandinaves ou le Mahabharata est fait ici pour mettre tout le monde sur le même plan. Alors, l'enjeu, bien évidemment, c'est la transmission au regard donc, de ce type de discours, hein, la transmission de la culture originellement tibétaine, proprement tibétaine, vers les générations actuelles et futures. Et c'est bien la question de patrimoine et de patrimonialisation qui est en jeu, comme vous voyez à la toute fin de l'extrait. J'ajoute que le même ouvrage est préfacé par le Dalai Lama, dans lequel on retrouve exactement la même formule. Hein. Vous le voyez dans le deuxième paragraphe, où le Mahabharata, le Ramsanama en perse, l'Iliade et l'Odyssée sont à nouveau mobilisés comme exemple, enfin comme équivalent de la tradition du Gesar. Vous voyez, il parle de statut équivalent. Alors, évidemment, je vais aller vite sur un autre type de discours, celui qui est officiel également, en République populaire de Chine, en citant des extraits du dossier qui est disponible du coup en ligne en français et en anglais, puisque ce sont les deux langues, puisque ces deux langues officielles de l'UNESCO sont les langues dans lesquelles le dossier a été rédigé. Le dossier de candidature à l'inscription de la tradition de Gesar au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, porté par donc, les autorités chinoises et validé ensuite par l'UNESCO. Alors, on voit que les termes qui sont repris, hein, chanteurs et bardes, mais dans le texte anglais, epic singer and storytellers, donc on retrouve le terme d'épopée, voilà, permettent systématiquement d'identifier le Gesar comme un tout a priori comparable au grand chef-d'œuvre basé sur les modèles grecs. Je vous épargne les deux extraits suivants qui vont dans la même veine et qui sont évidemment porteurs du discours officiel politique porté par la Chine, qui se présente à ce moment-là comme en défenseur et en protectrice, en gardienne de cet héritage tibétain pour les raisons politiques que vous connaissez. Mes deux derniers points sont les suivants. Cette question de l'utilisation de catégories d'origine grecque, c'est évidemment, a priori, un faux problème. On pourrait me dire, oui, mais ces catégories comme épopée sont grecques, mais sont tellement diffusées, sont tellement pensées comme des catégories universalisables dans la tradition académique issue de l'Europe, que précisément, elles pourraient être neutres. Il me semble que justement, elles ne le sont pas et qu'il est intéressant de voir comment elles structurent la vision qu'Alexandra David-Néel, et après elle, beaucoup de gens évidemment, vont avoir d'une culture tibétaine pensée grâce à cette analogie. Et dans ce chapitre de Fitzherbert, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il prône l'usage, quelque chose qui devrait apparaître évident à tout le monde, j'imagine, parmi vous, mais l'usage des catégories émiques, c'est-à-dire des catégories propres à la culture étudiée. Et on retrouve ici, effectivement, une critique du terme d'épopée qui a toutes les connotations aristotéliciennes, vous le voyez au milieu de l'extrait, d'unité de l'intrigue notamment, et tout ce qu'elle charrie également d'association avec les épopées classiques donc de Grèce et d'Inde, dont on a vu énormément d'exemples. Donc, dans un discours comme celui-ci, il me semble essentiel et évidemment prometteur, mais finalement peut-être pas si fréquent que ça, en dehors en tout cas des études tibétaines, de privilégier autant que possible le recours aux catégories émiques pour adopter un regard beaucoup plus critique sur la manière dont quelqu'un comme Alexandra David-Néel, mais aussi, et c'est beaucoup moins pardonnable, un certain nombre d'universitaires, transposent directement des catégories grecques universalisées sur la réalité, projetées donc sur la réalité tibétaine. Donc, en guise de conclusion, mon dernier exemple est celui de cet inédit publié donc récemment. Le texte préparé par Alexandra David-Néel dans les années 1910 et qui ne va finalement pas être publié de son vivant, est consacré à Milarepa. Donc, cette traduction qu'elle fait à partir de l'anglais à ce moment-là.
Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, ici aussi, on retrouve, alors que donc le matériau n'est pas épique, on retrouve ici des références implicites ou explicites à la Grèce. Alors, implicite dans un premier temps, c'est le tout début là, de l'avant-propos. Faut-il être au Tibet, avoir arpenté soi-même la steppe tibétaine, vous voyez toujours l'articulation avec le voyage, pour entendre les voix chantant les âpres hymnes que Milarépa traduisit en son langage sourd, plein de chuchotements, etc. Peut-être. Ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'est qu'on avait à la fois la mobilisation de ce terme de hymne qui est employé de manière variable et synonyme de poème ailleurs. Il y a une petite note de l'éditrice à ce sujet dans toute la traduction du texte sur Milarépa. Hymne, évidemment, étant une catégorie qui est grecque elle aussi et qui n'est pas neutre, même si elle également a été universalisée comme la catégorie d'épopée. Et puis, ce qui m'intéresse également, c'est qu'elle explique avoir rencontré Milarépa d'abord par des fragments glanés, vous voyez, par un explorateur russe, avant de l'avoir découvert in situ. Deux exemples très rapides de la manière dont les analogies avec le monde grec, parce que je suis allé les chercher, il faut être tout à fait honnête, dans le Milarépa, elles sont beaucoup moins fréquentes qu'à propos de Guézard. De manière dont ces analogies avec le monde grec servent d'un point de vue didactique, eh bien, à sa traduction donc, de l'anglais, Alexandra David-Nel ajoute des références imagées comme celle-ci, un rocher de Sisyphe, un tonneau des Danaïdes, pour imager précisément une situation un petit peu pittoresque, et elle compare à un autre moment la réponse que fait Milarépa à sa sœur à une réponse digne de Diogène. Cette comparaison avec un Diogène pour souligner l'aspect un petit peu cynique, mais totalement attaché au dénuement de Milarépa ici, peut trouver des échos, par exemple, dans la manière dont, dans le voyage d'une Parisienne à Lhasa, elle mobilise aussi assez régulièrement sa connaissance des textes des stoïciens, des philosophes stoïciens, qui sont parfois rapprochés de sa fréquentation des écritures bouddhiques. Mais mon dernier exemple, tout dernier promis, c'est à mes yeux le plus intéressant et celui par lequel je voulais finir, c'est justement la manière dont elle désigne le début de cette vie de Milarépa. Il débute à la façon écrit-elle des récits épiques des Grecs, chante aux Mamuses. S'il n'est point ici question des muses, c'est simplement parce que l'usage tibétain ne comporte pas ce genre d'invocation. Mais toute la grandiloquence homérique apparaît dans l'introduction où l'auteur présente son personnage. C'est un Mahatma du haut pays, sein des montagnes vêtues de neige, dont je souhaite dire l'histoire, etc., etc. Alors là, on voit bien qu'encore une fois, il y a cette dimension didactique si l'on veut, rendre accessible le texte par un rapprochement à quelque chose qui est censé être familier au public visé. Le début, l'invocation aux muses au début des poèmes homériques, tout en marquant la différence, bien évidemment, tout en marquant la différence culturelle, mais en même temps, c'est au prisme de ce rapprochement que le poème va être rendu accessible. Et le tour même de la traduction, c'est un Mahatma dont je souhaite dire l'histoire, etc., eh bien, a quelque chose qui reprend un peu la tournure des premiers vers justement de l'épopée, qui mettent souvent l'objet en début de vers, l'objet du récit épique. Voilà en gros quelles étaient les réflexions que je voulais vous livrer en revenant sur cette idée dont que je vous évoquais tout à l'heure, l'idée selon laquelle eh bien, ce sont dans les années 1930, entre 33 et 35, que Willman Parry et Albert Lord vont expérimenter au Kosovo en particulier et donc dans les Balkans l'audition directe de performeurs épiques à partir desquels ils vont élaborer et développer cette théorie de la composition en performance qui a permis de révolutionner la réception que nous avons des origines orales des poèmes homériques. Alors, on peut dire que dans cette concomitance et ce rendez-vous manqué, si on veut, il y a peut-être quelque chose qui, ici, aurait permis à Alexandra David-Nel, avec évidemment quelques années de décalage, de percevoir de manière différente ce à quoi elle était en train d'assister en écoutant le performeur de Guessard sur place. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Non, effectivement, vous avez raison. Je vais revenir sur la... Merci beaucoup, Tristan. Est-ce que c'est bon, on m'entend là sur le... D'accord. Peut-être, si vous voulez prendre la chaise. Merci beaucoup, Tristan.
pour dans cette approche qui est d'accord, on est d'accord, qui est tout à fait, disons pour nous, novatrice, en tout cas neuve, pleine de considérations, qui m'ont fait moi-même pas mal réfléchir à la démarche d'Alexandra Davinel. On reconnaît disons, son caractère, ou elle imprime sa patte, quoi qu'il en soit. Par ailleurs, elle a quand même fait œuvre de pionnière, et c'était quand même, dire, ce texte de Guessard, ces textes de Guessard sont tellement foisonnants que je pense qu'à part George Fitzherbert, quasiment personne parmi la nouvelle génération n'ose affronter ce corpus absolument mais qui défie la capacité humaine. Donc, qu'elle ait réussi à faire un résumé et qu'elle ait voulu en fait faire œuvre de passeuse, c'est ce qui semble être le cas. On peut lui en savoir gré, il me semble. Est-ce qu'elle a traduit elle-même vraiment, parce que c'était quand même quelqu'un qui connaissait le tibétain, donc bon, vous avez eu raison de rendre hommage à Mireille Elfer, dont les traductions sont absolument remarquables dans ce livre. Et puis, vous n'avez pas parlé de Monsieur Stein, de Rolf Stein, mais est-ce qu'Alexandra Davinel a fourni, malgré tout, dans des petits articles ou quelque part des traductions où elle rend justice à la versification, elle rend justice au rythme du texte? Est-ce qu'elle... Alors non, justement, sauf erreur de ma part, mais je n'ai jamais trouvé cela, effectivement. Et donc, j'ai l'impression que, précisément, il y a les textes qu'elle a collectés, il y a le travail donc, de réélaboration, et la traduction est forcément une réélaboration de ce point de vue-là. Voilà, sauf erreur de ma part, elle n'a rien publié d'autre que ce à quoi je faisais allusion, comme traduction effectivement versifiée. Ce qui veut bien dire qu'elle était surtout attentive au contenu, effectivement, je pense, et à la volonté de restituer le récit dans son ensemble, comme une vie, donc ayant un début et une fin aussi, et puis toute la culture également tibétaine à travers cela. C'est systématiquement annoté tout de même, hein, son récit, bien que romancé dans la forme, je le disais, est annoté, donc on voit bien que la dimension didactique, elle est essentielle, et puis l'introduction fait 80 pages, donc on voit bien qu'encore une fois, il y a cette volonté d'être une passeuse, vous l'avez dit, d'opérer un véritable transfert culturel qui est absolument remarquable, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi que Rolf Stein y fait allusion, mentionne son ouvrage, mais le mentionne aussi comme un ouvrage sur lequel il ne peut pas, lui, baser son propre travail. Ce n'est pas un ouvrage, c'est un ouvrage qui fait date et qui va être essentiel, effectivement, pour tout un tas de raisons, je pense, et qui, pour autant, ne peut pas être la base sur laquelle s'élaborent des travaux scientifiques, effectivement, comme ceux que lui va mener, et puis après, les gens comme il va le faire. Mais tout mon travail de déconstruction et de regard critique est en même temps, effectivement, une manière peut-être paradoxale de lui rendre hommage. Je veux dire, c'est véritablement par intérêt, par amour pour l'œuvre de manière générale, l'œuvre multiforme d'Alexandra Davinel aussi, que je m'intéresse de manière critique à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle ne fait pas, parce que ce n'est pas du tout pour méconnaître l'importance de ce travail. Effectivement, je trouve ça absolument fascinant, mais il y a vraiment une réélaboration littéraire et qui se trouve du coup à la jonction de ces différents aspects de sa pratique d'écriture. Une pratique d'écriture photographique, une pratique d'écriture de voyage, effectivement, une pratique d'écriture scientifique et vulgarisatrice, bien qu'elle ne se soit jamais présentée elle-même comme universitaire, précisément, d'où l'importance de la caution de Sylvain Lévy, et puis une pratique littéraire à proprement parler, en définitive, parce qu'elle a non seulement sa patte, vous l'avez dit, mais elle a aussi une plume de fait, et c'est un récit qui est passionnant de ce point de vue-là. Et puis, il a des connaissances aussi. Alors, peut-être que c'était le lot commun des personnes bien éduquées de son époque, mais elle se promenait avec l'Iliade ou l'Odyssée dans ses voyages? Est-ce qu'on sait ce qu'elle lisait? Ou est-ce qu'elle était de toute manière nourrie Oui, c'est plutôt qu'elle en était nourrie, effectivement. Alors, ça, j'aimerais bien voir ça, je suppose, mais je n'ai pas été vérifié si à Samtenzong, il y a son exemplaire de l'Iliade et de l'Odyssée, je le suppose. Je suppose aussi qu'elle fait partie de la génération qui a peut-être été nourrie par
Alors, la retraduction de l'Iliade par Paul Mazon, c'est 1924 aux belles lettres. Donc, il y a un petit décalage, mais on peut supposer peut-être qu'elle l'a consulté quand elle était en train de réélaborer sa vie surhumaine avant la publication de 1931. Ça, je n'en sais rien, effectivement. Mais en tout cas, clairement, elle a été nourrie comme les gens qui ont fait les études qu'elle a faites, effectivement, vous le disiez, de ces poèmes-là, et la référence était assez naturelle. Effectivement, je pense à Circé, à la Belle Hélène, on voit bien que c'est quelque chose qui lui vient spontanément. Mais, et donc, rien d'étonnant de ce point de vue-là. Rien d'étonnant à ce que ça constitue son horizon d'attente. Mais ce qui me semblait important, c'est de ne pas le considérer justement comme quelque chose d'invisible et qui doit aller de soi, mais précisément comme un élément indissociable de la réception européenne et nord-américaine du Guessart dans un premier temps. Je pense que vous les avez convaincus. On va peut-être utiliser le mot épopée différemment ou barde. On va faire attention. Alors, on va